Bonsoir Jean-Pierre Mercier, merci d'être avec nous, délégué CGT PSA Poissy. Bonsoir Olivier Cotz, vous êtes responsable juridique à Sud RATP. Bonsoir Léonidas Kalogeropoulos. Bonsoir. Président, directeur général médiation et arguments. Vous êtes vice-président du mouvement patronal éthique. Bonsoir Pascal Poplin, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent discuter, rediscuter maintenant? Il y a un temps pour tout dans l'action qui consiste à gouverner le pays. Il y a un temps pour la discussion. Il est vrai qu'au départ, il y a eu des ratés et le Premier ministre l'a reconnu. Il y a eu un temps d'échange nouveau avant que ce projet de loi ne soit décidé par le Conseil des ministres et ensuite présenté à l'Assemblée nationale. Il y a eu un temps de débat parlementaire, contrairement à ce qu'on dit. Il y a eu 28 heures de débat à la Commission des affaires sociales. Il y a eu même, malgré la procédure du 49.3, plus de 750 amendements d'origine parlementaire qui ont été intégrés au projet de loi. Et puis il y a un moment donné, dans une démocratie, où une fois la discussion faite, il faut agir, il faut décider. Et la discussion, elle continue quand même, puisque... Donc là, vous ne dites pas, comme certains de vos camarades socialistes, on est prêt à se remettre autour de la table pour parler de ce qui fâche, et notamment de l'article 2. Moi, je crois qu'il y a déjà une première chose qu'il faut regarder, c'est que maintenant ce texte est au Sénat. Et au Sénat, il n'y a pas de 49.3. Donc on va avoir un texte qui va sortir du Sénat et on va voir quelle tête il a. Et peut-être que là... C'est une là... majorité de droite au Sénat, c'est pour ça que vous dites ça. Absolument. Et peut-être que là, certains verront des différences entre le texte tel qu'il est proposé et le texte tel que la droite le souhaiterait. Peut-être que dans les certains, il y a Jean-Pierre Mercier. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est les bavardages à l'Assemblée nationale qui n'ont strictement rien donné. Par contre, ce qui est efficace... Et ce qui fait parler et ce qui fait avancer les choses, c'est les mobilisations. 3 mois de mobilisation, 3 mois de manifestations et de grèves, des centaines de milliers de salariés qui descendent dans la rue. Et je reviens sur les blocages des raffineries. C'est pas des blocages. Les raffineries sont pas bloquées. Les raffineries, les salariés sont en grève. Elles sont bloquées de l'intérieur. Et c'est ça qui pose aujourd'hui problème au gouvernement. C'est qu'il pensait avec son 49.3 pouvoir dégonfler le mécontentement, pouvoir nous mettre un coup de massue sur la tête. C'est tout le contraire qui s'est passé avec les déclarations provocatrices de Valls contre la CGT et puis contre l'ensemble des syndicats qui mobilisent aujourd'hui. Ça a fait un effet contraire. On a été plus nombreux dans la rue. Dans le groupe PSA, par exemple, on a été plusieurs centaines, près de 2000 en grève aujourd'hui contre la loi travail, contre l'accord de compétitivité que la direction veut nous mettre aussi dans les dents. Oui, aujourd'hui, il y a le mécontentement qui s'exprime et il va de plus en plus grand et ça c'est tant mieux et c'est comme ça qu'on fera craquer le gouvernement et qu'on le fera reculer. Vous allez surtout faire craquer l'économie parce que pour le moment il y a des entreprises et peut-être que vous avez le sentiment de vous en prendre à PSA, vous vous en prenez à l'ensemble de l'économie, vous en prenez aux PME, vous en prenez à des entreprises qui vont être obligées de licencier parce qu'elles ont très clairement des situations extrêmement critiques et on en a chez nous des gens qui sont en train d'attendre que leur coursier fasse le plein pour pouvoir continuer leur activité, qui ont des chutes brutales d'activité. Vous avez nommé Manuel Valls et certains ministres comme étant vos adversaires. C'est très clairement l'activité. Vous avez aujourd'hui bloqué la presse qui refusait de passer un communiqué que vous vouliez faire éditer. Vous avez pris en otage toute la presse française, ou bien on acceptait le communiqué. Il y a l'humanité qui est sortie. Il y a l'humanité. Eh bien, c'est une très bonne illustration et je trouve que votre ironie est très mal placée. Vous avez laissé paraître l'humanité parce que l'humanité a obtempéré et ceux qui n'obtempèrent pas, vous les bloquez. C'est de la prise d'otage. C'est une manière très singulière de voir la démocratie. Je voudrais aussi vous rappeler que ce dont il s'agit, c'est ceci. C'est ce code du travail que toutes les entreprises françaises sont supposées essayer d'appliquer. On a aujourd'hui un peu de reprise d'économie. Il y a 500 000 entreprises qui se lancent aujourd'hui. Elles sont toutes supposées utiliser cet instrument pour pouvoir se développer. Il s'agit de l'assouplir un tout petit peu. Moi-même, je suis à la tête d'un mouvement patronal. Je ne suis pas content de ce texte, mais c'est vrai qu'une démocratie, par moments on est content, d'autres moments on ne l'est pas. Il y a un débat. Vous, c'est pas le débat. C'est des blocages, de la prise d'otage, et c'est quand même très singulier. Ça fait des années qu'on entend toujours le même discours. Je crois que la personne qui a inventé le terme preneur d'otage, vous devriez lui verser des royalties aujourd'hui, parce qu'on entend ça à longueur de journée. On n'a pris personne en otage. On ne fait qu'exercer un droit constitutionnel qui s'appelle le droit de grève, qui est d'ailleurs dans le livre que vous brandissez, monsieur. Ce livre aujourd'hui, c'est 130 années de combat des salariés pour obtenir ça. Et aujourd'hui, en l'espace de 4 ans de gouvernement socialiste, avec l'accord Annie,
de 2013, la loi Macron de 2015 et aujourd'hui la loi El Khomri, on est en train de le détruire complètement. 130 années. Vous avez totalement raison, il a 130 années. L'économie, elle est moderne, elle n'est pas il y a 130 ans. Et donc on essaie d'adapter ce livre, on essaie de travailler ce livre à la vérité, on essaie de travailler à quoi? À adapter ce code, et nous ne demandons pas si on veut l'adapter, la seule façon c'est qu'on n'a pas la même vision que vous de la façon de l'adapter. C'est ça qui ne va pas. Mais ce que je vois pas bien, à vous écouter, et sans doute les gens qui nous écoutent aussi, c'est que si chacun d'entre vous souhaite l'adapter, comment est-il possible d'adapter quelque chose si l'on refuse de discuter du sujet que l'on souhaite adapter? Ça me semble être un bon sens basique. C'est peut-être cette question qui est liée à l'histoire du 49.3. Je m'explique. Le 49.3, il a permis quoi dans le cas précis? Il a permis d'éviter un rejet qui soit un rejet venu de positions complètement différentes. C'est-à-dire qu'on a des députés de gauche radicale, qui ont voté la motion de censure de la droite considérant que ce texte n'allait pas assez loin dans la modification du Code du travail, quand d'autres considèrent qu'il ne faut rien y toucher. Ou en tout cas que s'il faut y toucher, il faut en toucher dans une autre direction. Donc voilà, à un moment donné, ce type de décision qui est prise est tout simplement une décision pour que s'il doit y avoir un changement de gouvernement, il faut que ce soit sur une majorité de projet et non pas sur une majorité de rejet. Donc aujourd'hui, voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Mais encore une fois, le Sénat va discuter de ce texte et on verra les différences. Je voudrais revenir sur un point parce qu'effectivement cette condition d'organisation du débat, elle est faite pour arriver à produire un résultat. Lorsque vous dites que la lutte c'est la seule manière pour vous d'avancer, je voudrais quand même rappeler un chiffre qui est quand même important. 4,5%, et vous le savez, 4,5% des salariés, ce sont les salariés syndiqués. Vous savez que dans le texte que vous récusez, celui de l'article 2, qui doit permettre non pas la version générale de toutes les normes, mais de pouvoir avoir un certain nombre de textes ou de sujets sur lesquels on peut déroger dans l'entreprise par rapport à ce qu'il y a dans le Code du travail, il faut intégrer les syndicats. 4,5% de syndiqués, ça veut dire que nous, les entreprises que je représente au sein d'Éthique, nous n'avons pas de syndicats en notre sein. Et est-ce que vous avez le sentiment que l'image que vous donnez aujourd'hui du syndicalisme est une image qui nous fait penser à nous, chefs d'entreprise, que ça serait une bonne chose que l'on fasse venir dans nos entreprises des syndiqués pour pouvoir avoir des débats et des accords? Moi, je suis fier aujourd'hui des centaines de milliers de salariés et de travailleurs qui manifestent, qu'ils soient syndiqués ou pas syndiqués, parce qu'ils défendent leurs droits, et en défendant leurs droits et leurs intérêts, ils défendent les intérêts de la population entière. Ce qui est bon pour les travailleurs est bon pour la population. Ce que vous voulez faire, c'est détruire tous les droits collectifs de l'ensemble des salariés, parce que vous voulez exploiter encore plus facilement. RATP, SNCF, EDF, ce sont les gens qui sont concernés par ce texte. Oui, soyez un tout petit peu poli, laissez-moi finir. Depuis des décennies, on subit vos politiques de licenciement, de chômage, de misère, de salaires bloqués, et vous en mettez plein les poches tous les ans. Tous les ans, vous en mettez plein les poches. Les seuls qui sont à payer là-dedans, c'est les travailleurs. Les seuls qui payent le chômage, c'est nous. Alors maintenant, ça suffit. Oui, il y a un ras-le-bol général dans ce pays. Il y a un ras-le-bol général dans ce pays qui est en train de s'exprimer. Et j'espère bien qu'il y aura une explosion sociale pour vous faire baisser votre arrogance et puis pour vous faire reculer le plus loin possible. Je tiens à vous dire que la violence que vous exprimez est une violence qui est en train de devenir prégnante. Mais vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Vous savez, vous êtes au moins explicite. Vous voulez la violence. C'est effectivement le témoignage et l'expression très claire du degré dans lequel vous voulez apporter le débat. Il n'est plus un débat politique, c'est un débat dans lequel vous voulez un rapport de force. Vous êtes dans un bras de fer. C'est vous qui utilisez un rapport de force. C'est le seul langage que vous pouvez comprendre. Le rapport de force, c'est la réforme. C'est le seul langage que vous pouvez comprendre. Je ne demande pas la réforme. Quand la famille Peugeot a fermé l'usine d'Aulnay, de PSA Aulnay, c'était pas violent ça? Les 6 millions de chômeurs aujourd'hui, c'est pas violent ça? C'est vous qui l'organisez cette violence. Vous avez l'impression que les chefs d'entreprise que j'en veux penser qu'on entreprend pour licencier, on entreprend pour embaucher, pour se développer. On a envie effectivement de créer. Et lorsque on ne crée pas et qu'on ne développe pas nos boîtes parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, parce que lorsque vous voyez il y a des grèves aujourd'hui, que l'activité baisse, eh bien on est avec des salariés, on ne sait pas les payer. Et pourquoi est-ce qu'on a été bloqué? À cause de ce livre. Et effectivement on voudrait pouvoir... Je voudrais entendre Pascal Popelin à ce sujet-là. S'il vous plaît messieurs, juste que chacun puisse s'exprimer. Je vais donner un exemple parce que tout à l'heure on a évoqué... Moi j'entreprends monsieur. S'il vous plaît
Escalogéropoulos, s'il vous plaît, allez-y. On a évoqué tout à l'heure la loi Macron, présentée comme une régression des droits des salariés. Je vais prendre l'exemple du travail du dimanche, pour illustrer cette question du travail, du dialogue social. Il me semble que lorsque le même type de débat a eu lieu, à peu près il y a un an, sur le sujet, un peu plus d'un an, on nous disait le travail du dimanche, les patrons vont pouvoir l'imposer aux salariés. D'abord, un patron, s'il veut ouvrir le dimanche, c'est qu'il va gagner de l'argent le dimanche. Donc à ce moment-là, la loi l'oblige à avoir une discussion. Cette discussion, elle est avec les organisations syndicales qui ont un droit de veto. Et qu'est-ce qu'on observe quand ça marche? On observe que les accords sont intéressants et que quand un accord dans une entreprise, le dumping, il se fait pas par le bas, il se fait par le haut, parce que quand un accord dans une entreprise n'est pas bon, ou pas assez bon par rapport à ce qu'a fait la concurrence, eh bien les syndicats ne signent pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas confiance aux salariés pour pouvoir, quand on leur donne des outils, discuter et faire du gagnant-gagnant. S'il vous plaît, juste Olivier Cotte. Je voudrais vous rappeler quand même quelque chose, parce que vous citez le chiffre de 4,5 de syndiqués. Je vous rappelle quand même qu'il existe quelque chose qui s'appelle les élections professionnelles, où les salariés se prononcent, choisissent à l'identique des responsables politiques les représentants. Mais si ils ne choisissent pas de... Laissez-moi terminer. Je veux dire, c'est-à-dire que dans les entreprises, on vote. Et même des fois, on vote en grand nombre. Aujourd'hui, par exemple, dans mon entreprise, la RATP, il y a entre 65 et 70% de gens qui votent, qui nous donnent mandat pour les représenter. Alors, je voudrais aussi préciser quelque chose, puisque vous dites qu'à la RATP, nous ne sommes pas concernés. Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Les salariés de la RATP, les agents de la RATP, sont des salariés de droit privé. Aujourd'hui, quand il y a un problème entre un salarié de la RATP et la RATP, il ne va pas au tribunal administratif, monsieur. Il va au conseil des prud'hommes. Ça, c'est quelque chose que vous devriez savoir avant de parler. Et après, vous dites que vous voulez entreprendre et tout. Mais d'accord, mais il y a quand même 6,5 millions de personnes qui voudraient travailler. Et comment pensez-vous qu'on l'entreprend si que l'on va pouvoir retrouver du travail si les gens n'entreprennent pas? Il y a eu 500 000 entrepreneurs qui se sont lancés l'année dernière. Monsieur, vous parlez de Peugeot, pardonnez-moi, monsieur. Vous parlez de Peugeot, et je veux bien croire que Peugeot... Alors, vous parlez de Peugeot et de la RATP. Mais pardonnez-moi, mais Peugeot et la RATP sont des entreprises extrêmement respectables et qui ont un historique ancré dans notre pays. Ce n'est malheureusement pas, ou heureusement, je ne sais pas, le tissu sur lequel va se développer l'économie nationale et l'emploi de demain. Ce sont de jeunes entreprises, de nouvelles entreprises qui ont, elles, et vous l'avez cité tout à l'heure en parlant de 130 ans, à hériter de quelque chose qui est l'historique de quelque chose qui a été totalement pétri et qui est figé. Et là, nous ne demandons pas de le remettre en cause et de le démolir. On demande d'y apporter un peu de souplesse. Quant au peu de souplesse qui a été apporté et dans ce texte, monsieur le député vient de le rappeler, ça se fait avec des négociations qui intègrent des syndiqués, des syndicats représentatifs. Dans l'OPME, il n'y en a aucun. C'est-à-dire que le texte qui est aujourd'hui en discussion ne concerne aucune des PME françaises. Pourquoi syndicats dans vos PME, monsieur? Eh bien, monsieur, peut-être que vous pouvez vous interroger sur l'image que vous donnez du syndicalisme et qui fait qu'effectivement, nous ne souhaitons pas effectivement avoir des gens qui sont contre mon entreprise. Parce que le patronat français a fait tout ce qu'il fallait pour éradiquer tous les syndicats dans les PME. Monsieur, je vais vous dire, je pense que ce qui éradique le syndicat, c'est l'image que vous en donnez tous les jours. Pardon? L'image que quand vous aurez défendu comme moi au prud'homme des délégués syndicaux qui ne pouvaient pas rester dans les petites entreprises parce que justement ils essayaient de faire valoir les droits des salariés et qu'on faisait tout. Dans nos PME, on a des gens qui faisait tout pour les foutre à la porte. Et aujourd'hui, vous vous plaignez qu'il n'y a pas de syndicats dans les entreprises. Non, je m'en plains pas. S'il vous plaît, vous voulez le dire. Pascal Peuplin. Oui, moi je voulais dire que je suis très attaché à l'existence des syndicats. Je suis très attaché au droit de grève. Je suis très attaché au droit de manifester. Et que ça fait partie de nos principes fondamentaux dans la République française et c'est heureux. Maintenant, il faut aussi lancer un appel qui est un peu différent de celui que vous avez fait, monsieur, parce que parfois, il faut aussi ne pas scier la branche sur laquelle on est assis. Je prends l'exemple du pétrole. On sait qu'il y a des tentations extrêmement importantes de grands groupes pétroliers qui sont installés en France de complètement supprimer l'activité de raffinage sur le territoire. En tout cas, et de la délocaliser. Ses investissements. Oui, mais c'est pas là à l'instant. Mais si, bien sûr. Mais c'est un chantage qui n'existe pas depuis ces mouvements. C'est un chantage qui existe depuis plusieurs années. Et si il y a encore de l'activité de raffinage aujourd'hui en France, c'est aussi parce qu'il y a eu une intervention forte de ce gouvernement vis-à-vis du groupe Total
pour le faire changer d'avis. Et donc, je dis qu'à un moment donné, simplement, qu'il y ait des protestations, qu'il y ait des manifestations qui ont lieu tous les jours, la volonté de mettre en panne le pays, au moment où la croissance repart, certes timidement, au moment où on commence à avoir une inflexion de la trajectoire qui permet de recréer des emplois. Faisons attention aussi à ne pas mettre en panne le pays. Et c'est vrai que par ailleurs, il y a des victimes collatérales de ce mouvement. Et je comprends que les petites et moyennes entreprises qui sont encore fragiles, qui ont à peine reconstitué leurs marges, soient inquiètes de se trouver empêchées d'agir. Bref, on a le droit de grève, ça existe, mais on ne peut pas l'utiliser, ou c'est pas bien de l'utiliser, parce que ça mettrait en péril l'économie. Alors voilà, maintenant on va mettre en péril entre faire la grève tous les jours, manifester tous les jours, et voir même un groupe multimilliardaire comme Total, c'est tout simplement risible et débile. Excusez-moi. Le problème que vous avez, le problème que vous avez, c'est que vous êtes ultra minoritaire dans le pays. Votre loi, elle est détestée par l'écrasante majorité de la population. Et en particulier, laissez-moi finir. 2 secondes, laissez-moi finir. Et vous êtes, et en particulier l'élection présidentielle chez les travailleurs, elle est de toute façon énormément détestée. Même dans votre propre camp, de toute façon, le gouvernement n'arrive même pas à faire passer sa loi. Il est obligé d'utiliser le 49.3. Vous-même, pour être élu, réélu à la prochaine élection législative, vous allez devoir vous présenter sous une étiquette de droite. Parce que de toute façon, vous allez avoir une bérésina électorale et ça, vous l'aurez mérité. Vous savez, le fond de l'affaire, c'est que... il y aura des candidats de droite qui seront élus et qui mèneront une politique de droite. Et à ce moment-là, vous verrez. Mais vous serez capable d'avoir cette politique. De toute façon, vous êtes en train de la faire, la politique. De toute façon, vous êtes en train de servir la soupe au patron. Vous savez, la et on différence, le voit là. Quand la gauche est aux responsabilités, on dit qu'on ne voit jamais la différence avec la droite. Quand la droite revient, au bout de 15 jours, en général, on la voit. On n'a pas apporté un réel progrès social. Mais ce qui est en ce moment... S'il vous plaît, juste pas tous en même temps. La CFDT, qui n'est pas représentée sur ce plateau, elle est aussi représentative des intérêts des salariés et elle considère qu'en tant que CFDT, elle pourra, sur cet article 2 qui permet d'afficher un certain nombre de points, eh bien, elle pourra au moins participer et ses élus pourront participer et donc rien ne se fera sans son accord. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur cette ligne-là? Parce que vous semblez vouloir parler au nom de la totalité des travailleurs, mais il faudrait aussi rappeler qu'au sein du monde syndical, il y a des divisions et vos amis syndicaux ne sont pas sur la même ligne que vous. Je suis quand même très étonné que vous parliez au nom de tout. Elle n'organise pas des manifestations, y compris le dimanche pour pas gêner l'économie, pour défendre le gouvernement et puis défendre la loi de travail. Pourquoi ils sont incapables de le faire? Ils en ont fait une fois, un petit rassemblement à République, c'était ridicule. Parce que majoritairement, et ça, je suis sûr que vous en êtes conscient, mais vous ne voulez pas le reconnaître, majoritairement, la population, et en particulier les travailleurs, rejettent cette loi, y compris chez les députés, soi-disant de gauche, et c'est ça la réalité. Et vous avez en face de vous un mouvement social qui est en train de s'élargir, qui est en train de se renforcer, et moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il puisse gagner véritablement pour imposer derrière un rapport de force profondément pour vous faire reculer sur bien d'autres sujets, comme les augmentations de salaire, comme vous interdire les licenciements, pour embaucher les jeunes intérimaires et faire partir les anciens beaucoup plus tôt. Je ne suis pas certain que ce sera par la loi que l'on décrète l'économie. Non, ça sera par la grève. S'il vous plaît, Pascal Popin. Si vos idées sont tellement majoritaires, Madame Nathalie Arthaud sera la prochaine présidente de la République, mais je n'ai pas compris que c'était ça le sujet. Écoutez, là, on est des centaines de milliers de salariés à descendre dans la rue, et là, on est majoritaire. On est majoritaire. Et c'est ce que vous pensez, mais le seul moyen de vérifier qu'il existe une majorité visiblement, ça vous pose un problème, la grève dans les raffineries. Oui, mais ça vous pose un problème dans la S'il vous plaît, Olivier Coetz, allez-y. Vous avez complètement raison, puisque là, vous abordez un autre sujet qui dépasse un peu le cadre du syndicalisme, qui est le sujet de la démocratie. Le problème aujourd'hui que l'on a dans cette démocratie, c'est qu'on donne un mandat à quelqu'un, en l'occurrence un président de la République, qui bénéficie après d'une majorité pour mettre en œuvre une politique. Or, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est malheureusement ce que l'on voit. Et je crois que là, c'est le secret de Polichinelle. Vous avez quelqu'un qui a été élu président de la République sur des promesses. Lesquelles ? Je ne vais pas vous refaire le... je ne vais pas vous refaire avoir ce débat. Parce que quand on dit mon ennemi c'est la finance, par exemple. Est-ce que vous il l'a dit ou pas? Bien sûr qu'il l'a dit. Est-ce que dans le programme... Messieurs, laissez-moi finir s'il vous plaît. Est-ce que dans le programme de M. François Hollande, candidat à la présidence de la République, il y avait marqué qu'il allait refonder, encore une fois, puisque la droite l'avait déjà fait un peu avant, le Code du travail? Non.
Non. Vous dites les choses comme ça. Excusez-moi, je veux dire, on parle d'actes. Il y a un mandat qui est donné. Adapter le pays aux défis qui sont ceux de demain. Et la manière dont nous souhaitons l'adapter, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas la même que celle de la droite. Qui fait exactement l'inverse. Mais non. Le problème dans cette démocratie dans laquelle nous sommes... Est-ce que vous savez par exemple qu'on a aligné la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail? Personne n'en parle. Je crois que monsieur n'aime pas d'ailleurs cette disposition. Est-ce que vous savez que nous avons créé une... Pas sur tous les sujets. Là, vous allez fâcher les Français. Le plus gros effort a été fait par les 20% des Français qui sont les plus aisés. Le plus gros effort, 70% de l'effort fiscal. Mais plus personne ne vote peut-être pour nous, mais personne n'a jamais voté pour vous. Et ceux qui se trouveront demain à notre place, si ce n'est pas nous qui continuons, vous verrez ce que vous... Il y en a quelques-uns parmi vous qui font partie d'un parti politique. Les salariés sont aussi des électeurs. Mais les salariés sont aussi des électeurs. Est-ce que vous pensez véritablement que ce débat, qui est un débat sur une loi, peut continuer à se faire dans la rue en menaçant l'économie, les raffineries, en bloquant le pays, en bloquant ses circulations? Vous pensez que... Un dernier mot, s'il vous plaît. La démocratie vive. S'il vous plaît. Et on va gagner. Parce que la loi, c'est les travailleurs qui peuvent la faire et qui doivent la faire en exerçant leurs propres armes, c'est-à-dire la grève et les mobilisations. Et on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir.